Alors, nous recevons maintenant pour la dernière audition de cette journée, mesdames et messieurs les représentants des syndicats de salariés du réseau des CCI. Il y a, vous m'excuserez, mais quand vous prendrez la parole, vous donnerez votre nom et puis je vais simplement dire qu'il y a toutes les représentations syndicales, à l'exception d'une, donc UNSA, CGT, CFDT, CFE-CGC, etc. Donc qui vont nous faire part alors d'un certain nombre d'éléments, d'inquiétudes, j'imagine. C'était déjà le cas des présidents des chambres, donc j'imagine que leurs salariés sont dans le même état d'esprit. Et donc ce qui va nous intéresser à ce stade, c'est d'avoir quand même rappelé un peu les conséquences des décisions qui ont été prises par le gouvernement et par l'État sur les réductions à la fois des ponctions sur les fonds de roulement et en même temps de la diminution progressive de vos recettes. Ça, c'est le premier point. Et surtout, le deuxième point, c'est comment est-ce que vous le ressentez, comment est-ce que le personnel le ressent, comment est-ce qu'il imagine, quelles sont les solutions qu'il imagine, vers lesquelles il imaginerait tendre pour justement faciliter un certain nombre de transitions et d'évolutions qui commencent à se faire jour. Comment est-ce que tout ça s'envisage et quel est en gros votre état d'esprit par rapport à ce qui se passe. Voilà. C'est un peu tout ça, un peu en vrac. Alors, étant très nombreux, je ne sais pas comment on va s'organiser. Est-ce que personne, j'imagine, ne vous êtes pas rencontré avant pour savoir lequel d'entre vous allait parler? Si on me fait oui? Non? Peut-être? Au cas où? C'est qui? D'accord, mais c'était ça mon sujet. Donc, bon, allez-y, essayez d'être assez court. On a à peine une heure. Donc allez-y pour essayer de faire en sorte que vos messages passent, quoi. Sachant que les messages écrits c'est bien, mais on aime bien dans ces auditions avoir le vrai ressenti, quoi. Parce que je comprends très bien qu'il y ait des positions à dire, dites-les, les messages, mais ce qui est surtout important, c'est de voir comment est-ce que c'est ressenti et surtout comment est-ce que l'avenir peut se construire avec les femmes et les hommes que vous représentez. Et comment est-ce que vous répondez d'ailleurs aussi à un certain nombre de remarques que l'on a faites au président. On a des fois des entreprises, donc celles que vous servez à travers vos institutions, qui considèrent qu'elles ne savent pas bien ce que vous faites. Donc voilà, je vous dis des choses très directement parce que c'est aussi ce que parfois on a entendu et vous ne pouvez pas les ignorer. Donc c'est pareil. Comment est-ce qu'il y a une hétérogénéité sur le territoire de la façon dont les services sont rendus aux entreprises? Comment est-ce que vous le vivez dans les gens que vous avez au quotidien, au téléphone, sur les demandes qui vous sont faites, etc. Donc ce qu'il faut passer, c'est du vécu. Et comment est-ce que vous voyez ce vécu dans le futur? Voilà. Et Madame Rabin, en plus. Simplement, bonjour à tous, mais pour que ce soit vraiment producteur ou productif, ce serait bien si vous pouviez réagir les uns par rapport à ce que les autres vont dire. Parce que si on a une suite d'interventions, pour nous, c'est moins intéressant et c'est... Voilà. Merci. Pas de souci. Allez. Donc, Madame Marty commence. J'ai décidé. Merci Président. Donc, mon nom est Janine Marty, je représente donc la CGT-CCI, je travaille à la CCI Paris-Île-de-France. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de nous avoir invités. Je vous remercie d'autant plus chaleureusement que la CGT a rarement le droit de parole, bien que syndicat représentatif nationalement, n'a rarement le droit de parole en commission paritaire nationale. Donc ne faites pas les yeux au ciel. Notre syndicat est toujours à ce jour exclu de tous les groupes de travail nationaux au sein du réseau consulaire. Je tenais à le souligner. Nous vous avons transmis un document hier. Nous allons vous transmettre également la réponse à votre questionnaire. Donc je reviendrai extrêmement rapidement sur quelques points qui nous paraissent importants. Bien sûr, les menaces qui pèsent sur l'emploi au sein du réseau consulaire, mais également ce qui nous semble aujourd'hui être une remise en cause de la légitimité et de la lisibilité du réseau consulaire. Dans un troisième point, la difficulté qu'il y a à faire vivre le droit social consulaire. Et enfin, ce que nous constatons être l'absence d'une démocratie syndicale au sein de ce même réseau. Tout d'abord, les menaces qui pèsent sur l'emploi. Donc depuis des mois, vous avez entendu les menaces de licenciement qui pleuvent sur les agents du réseau, 6 000 puis 7 000 annoncées par CCI France.
devant vous l'autre semaine le président Gailly qui annonçait plusieurs centaines de suppressions d'emplois potentiels sur la CCI de Paris. Ces licenciements contraints viennent s'ajouter aujourd'hui au plan de départ volontaire et aux mises à la retraite d'office. Pour les salariés, le chantage à l'emploi est incessant. Chaque réduction de la dotation fiscale se traduit sur le terrain par des menaces nouvelles de licenciement. À chaque fois, il nous semble que les économies sont portées par les agents du réseau et par les emplois. La mise en œuvre de la loi de 2010 a parfois plus tenté de préserver les précarés des présidents et les intérêts des CCIR et des CCIT que travailler réellement sur la pérennité des emplois du réseau et des missions du réseau. De la même façon, peu de CCI aujourd'hui ont entrepris de rationaliser leur train de vie. Nous vous alertons aujourd'hui solennellement sur l'impact de la réorganisation actuelle du réseau sur ses salariés. Cette désorganisation est accentuée par le plan d'emploi consulaire et par son plan de départ volontaire, qui est parfois conduit au sein de certaines CCI en l'absence de plan stratégique connu des uns et des autres. Si pour les CCI, l'impact est réel sur le rendu des missions, pour les salariés des CCI, cette désorganisation se traduit avant tout par des risques psychosociaux, du découragement, du stress et de la démotivation. À titre d'exemple, les CHS des CCI enregistrent aujourd'hui avec des conclusions alarmantes une forte augmentation des risques psychosociaux au sein des chambres. Il nous semble qu'aujourd'hui, une véritable réflexion doit être conduite tant sur le devenir du réseau, sur sa gouvernance que sur ses missions, et qu'on se penche également sur une façon de mettre un coup d'arrêt à la multiplication des licenciements contraints et des mutations forcées. Aujourd'hui, il nous semble que les emplois et la santé au travail des agents du réseau sont des variables d'ajustement. Il nous semble également que pour la pérennité des missions du réseau, il est temps que les emplois et que les conditions de travail des salariés du réseau soient préservées. Vous avez, le législateur et le gouvernement, décidé de réduire les dotations fiscales dans les CCI. Il vous appartient également aujourd'hui de veiller à prévenir les conséquences de ces réductions fiscales sur les agents du réseau et sur leurs emplois. Je ne sais pas comment on doit fonctionner, si vous voulez... Allez-y rapidement, et puis après, chacun pourra réagir. Ça sera, on va dire que c'est un peu le pivot. Enfin, je ne vous mets pas dans un jeu central, j'ai aucune autre arrière-pensée, hein, j'en ai aucune. Mais simplement, et puis comme ça, vous réagissez les uns les autres en vous opposant, en nuançant, en étant d'accord, je ne sais pas moi, mais voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut engager un dialogue, quelque chose de... Voilà. Alors, il apparaît aujourd'hui pour nous que le réseau consulaire connaît une véritable crise d'identité et de légitimité. On base le caractère sui generis du réseau sur le fait qu'ils sont dirigés par des élus, élus par les entreprises, par leurs entreprises, et également que le droit social consulaire est constitué par la commission paritaire nationale. Depuis toujours, on enregistre une faible participation des ressortissants aux élections consulaires. En 2010, ce taux de participation moyen nationalement était de 17%. Il semble donc que, même du point de vue de leurs ressortissants, la gouvernance du réseau, les entreprises ressortissantes ont du mal à s'impliquer dans cette gouvernance du réseau. Aujourd'hui, il nous semble que la légitimité et la lisibilité des CCI pourraient être restaurées en élargissant leur gouvernance et en développant leur mission de service public et mission d'intérêt collectif, ceci au plus près des territoires et des entreprises. Quand nous avions été auditionnés en 2010, nous avions, lors de la discussion de la loi, souhaité que la gouvernance des CCI soit assurée par de véritables conseils d'administration où siégeraient à côté des élus consulaires, des élus des collectivités territoriales et des représentants du personnel. Il semble que cet élargissement des sensibilités permettrait d'asseoir la transparence et la légitimité des décisions prises par le réseau. De la même façon, on s'aperçoit que les CCI se dégagent parfois de plus en plus de leur mission d'intérêt public et d'intérêt collectif pour devenir des espèces de cabinets de consulting qui vendent des services marchands avec plus ou moins de succès parce que les CCI ont des frais de structure relativement lourds, donc les services qui sont vendus, comme on n'a pas le droit de flécher de la TFC vers ces services, sont relativement chers. Donc ça aussi, c'est pour nous un vrai problème qui, à notre sens, fait perdre aux CCI leur légitimité.
Une fois encore, ancrer les CCI et leur mission dans leur caractère d'établissement public administratif, excusez-moi, c'est la CGT, c'est pour ça, nous permet de garantir les missions d'appui, de conseil et de formation à destination de tous, et ceci dans tous les territoires, pour que certains territoires ne soient plus un petit peu les oubliés, parce que moins riches que d'autres. Enfin, pour terminer, je reviendrai sur le droit social consulaire. Sur cet aspect, le principal problème provient du fait que les CCI ne dépendent ni du Code du travail, ni des 3 codes de la fonction publique. Nous avons aujourd'hui un droit social qui est extrêmement lacunaire, qui se caractérise par des exceptions à peu près générales à tout. Pour vous donner un exemple, le statut et ses annexes, c'est 200 pages. Le Code du travail, c'est à peu près 3000 pages. Alors, je ne dis pas que le Code du travail n'est pas trop épais, mais en tout cas, le statut du personnel, il a du mal à progresser. Il a du mal à progresser, d'autant plus que les commissions paritaires nationales tiennent souvent plus d'un grand théâtre de boulevard. Les délégations travaillent à huis clos, souvent avec une culture du secret. On alterne blocage et travail dans l'urgence. Et on aboutit à des accords, on n'y aboutit pas. Et souvent, quand on aboutit à des accords, ceux-ci sont peu sécurisés juridiquement. À titre d'exemple, je prendrai l'exemple du plan emploi consulaire. Aujourd'hui, il y a ce plan de départ volontaire qui, dans la plupart des CCI, ne connaît pas le succès escompté, tant du point de vue des CCI elles-mêmes que de la part des agents. Un exemple que je trouve... Alors, en conclusion. En conclusion, le manque de démocratie syndicale également, j'en ai parlé au début. Aujourd'hui, nous sommes un syndicat représentatif avec 18% d'audience, donc plus que les présidents, quand même, je le fais constater. Et nous ne siégeons toujours pas en commission paritaire nationale. C'est le jeu de la répartition des sièges, pourquoi pas, c'est le jeu. Enfin, voilà. Toujours est-il que nous sommes également exclus de toutes les négociations préalables, c'est-à-dire que nous ne sommes ni destinataires des textes, nous ne participons à aucun grand groupe de travail national, nous n'avons aucune négociation nationale. Donc cette représentativité... D'accord, il y a un souci à ce niveau-là. Que la loi a voulu, elle existe, mais nous ne pouvons l'exprimer nulle part. Bon. C'est en ce sens qu'il faudrait replacer la démocratie syndicale dans l'esprit de la loi de 2010. Ok, merci beaucoup, madame. Monsieur Morisseau, allez-y, je vous en prie. Et puis après, ce sera madame Voarnet. Monsieur le Président, Mesdames les députés, merci beaucoup de vous avoir effectivement accueillis dans cette audition. Donc, je me présente, je suis Gilles Morisseau, je suis le président de l'UNSA, Chambre de commerce. Donc, notre syndicat, nous siégeons en commission paritaire nationale avec 2 sièges, donc sur 6. Nous sommes présents dans les instances nationales, dans toutes les instances de concertation de groupes de travail, et également dans la plupart des régions, nous siégeons dans les instances locales. Donc l'objet de notre syndicat est plutôt un syndicat autonome où nous souhaitons défendre exclusivement les salariés des chambres de commerce parce que c'est notre mission. Également, nous sommes prêts à signer des accords quand ça se présente, si on les trouve favorables et protecteurs pour les salariés, et également qui défendent l'institution des chambres de commerce. Donc avant de m'attacher à apporter des réponses au questionnaire qu'on a reçu très dernièrement, je voulais faire un point sur ce qui n'a pas été beaucoup évoqué dans ces auditions, c'est-à-dire les métiers et les expertises des personnels de chambres de commerce. Effectivement, nos présidents ici même ont parlé de leur position, d'élus entrepreneurs, de la particularité de cette gestion qu'on reconnaît. La tutelle, les représentants de la tutelle ont parlé des difficultés quelquefois d'organisation, des lenteurs d'organisation de notre réseau, mais peu de choses ont été dites par rapport à la multitude d'expertises que nos collègues ont. Donc, c'est vrai que nous, on estime qu'on ne peut pas vouloir régler le sort des CCI, on ne peut pas vouloir régler le sort des CCI et gréver leur financement sans prendre en compte la multitude d'activités et d'expertises du réseau. Et notamment en avoir une évaluation de l'efficacité. On ne peut pas décider sans ça. Donc la qualité et la diversité des services rendus à l'économie sur les territoires est pour nous évidente et probante. Nos collègues, on développe des expertises nombreuses dans des actions concrètes au quotidien d'appui aux entreprises et de formation.
Parmi ces missions, on peut lister l'aide à la création d'entreprises, les CFE, centres de formalité, on peut lister l'appui au développement des activités industrielles, commerciales, de services, un réseau de conseillers très spécialisés à disposition des entreprises dans de nombreux domaines, l'innovation, l'international, les process industriels, la transition énergétique, les études économiques, la transmission d'entreprises, les programmes de financement, l'aide aux entreprises en difficulté et beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tissu, un maillage existant. Ce rôle également, il est prépondérant dans la formation et dans la formation initiale, dans l'apprentissage. Aujourd'hui, nos collègues, on a de très nombreux collègues enseignants en centre de formation d'apprentis et qui ont vraiment une pratique de leur métier, une pratique du public accueilli qui n'est pas toujours facile. Et l'expertise des chambres de commerce, c'est aussi la proximité des entreprises qui fait qu'on peut trouver des maîtres d'apprentissage. C'est aussi ça. L'apprentissage, c'est une des priorités du gouvernement, mais l'expertise pour mettre en relation et faire travailler ensemble des apprenants et des maîtres d'apprentissage, je pense que les CCI qui aujourd'hui, avec peut-être d'autres réseaux consulaires, qui le font le mieux. Donc, c'est aussi des écoles, des grandes écoles, ça vous le savez également, dans lesquelles on a des inquiétudes. Donc ce travail de terrain, il nous semble que ce bel outil, cette capacité à agir localement, on a l'impression qu'il y a un risque de sabotage. Donc, il y a un risque de sabotage, de rompre l'efficacité. Affaiblir les CCI par les baisses de ressources, tel qu'il a été décidé, et également, ne répercuter ces baisses de ressources que sur la masse salariale, c'est conduire vers une spirale descendante qui fera que les 26 000 salariés, hommes et femmes, perdront leur légitimité sur le terrain. Donc, pour répondre à vos questions rapidement, sur la question numéro 1 relative à la régionalisation, donc la loi de 2010. Notre observation, c'est que cette loi a été mise en œuvre à minima par nos dirigeants, du fait de son côté non prescriptif. C'est-à-dire qu'il y avait des possibilités de faire, ils avaient l'opportunité de faire, mais on n'a pas trouvé une volonté sur le terrain, pratiquement, d'une mise en œuvre puissante de cette loi. Très clairement, pour nous, il existe trop de freins. Il y a une multiplicité de pouvoirs autonomes locaux qui est d'intérêts divergents quelquefois. C'est quand même un milieu politique où les discussions se font et par consensus, qui en ont bloqué une vraie application. Donc nous, notre syndicat, on considère que la régionalisation est une nécessité pour légitimer les CCI dans leur rôle, pour avoir une vision plus claire, pour avoir une visibilité, un poids plus fort, et pour sécuriser nos emplois, bien sûr. C'est vrai que une transformation vers une régionalisation qu'on a déjà commencé comporte des difficultés sociales qu'on doit régler, que c'est notre rôle de syndicat de les régler, mais on peut aussi anticiper, on peut aussi prendre le temps de le faire correctement pour évoluer dans nos métiers. Donc une organisation territoriale peut être moins coûteuse et plus cohérente qu'elle n'est aujourd'hui. Il faut arriver avec des schémas régionaux clairs et homogènes sur tous les territoires. Il faut arriver à une unité décisionnelle des CCI et des missions qui soient précisées. Je pense que donc c'est le nombre également dans une CCI, dans l'organisation des CCI à venir, le nombre de centres de décision, le nombre de structures juridiques peut être revu également pour être plus efficace. On peut considérer que le réseau des CCI doit mettre ses moyens dans l'opérationnel, dans vraiment le concret de l'appui aux entreprises et moins dans le structurel. Là, au niveau des personnels, une mutation de nos métiers et de notre organisation aurait dû s'anticiper depuis 2010, depuis la loi de 2010, et doit maintenant se faire dans l'urgence. Nous prenons qu'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit accompagner cette mutation vers des emplois nouveaux. En tant que syndicat, nous savons la difficulté en période de crise de conduire cette démarche de GPEC. Ça nécessite une volonté sincère des employeurs et des moyens. Aujourd'hui, couper les moyens des chambres de commerce alors qu'on doit restructurer 26 000 personnes, c'est nous empêcher de le faire, d'un certain côté. Les plans de départ volontaires dans le cadre du plan emploi consulaire des derniers mois
ont, d'après les chiffres qui nous ont été donnés, permis le départ ou permettront le départ d'environ 800 à 1000 salariés dans des conditions que nous estimons correctes. Et nous estimons que ces plans de départ volontaires doivent être prolongés de manière à éviter des licenciements massifs. L'UNSA-CCI déplore néanmoins, dans le cadre de l'application de ce plan emploi consulaire, on l'a dit pendant les négociations et après l'application de ce plan, peut-être un manque de visibilité, de stratégie et d'organisation future des CCI qui aurait permis aux collaborateurs de mieux se positionner par rapport à ce... Que j'ai pas bien compris. Là. 800 à 1000, c'est les estimations qu'on nous a données. 800 à 1000. 800 Ah oui, à 1000, pas 800 000, non, ça aurait été beaucoup. Je savais pas si c'était des sommes. Non, mais je pensais que c'était des sommes, justement. Voilà. Donc, à noter également, ça a été souvent évoqué dans nos instances, que la pyramide des âges du personnel des chambres de commerce est plutôt favorable, plutôt que d'aller dans des actions rapides et manquant d'un petit peu de recul. On doit pouvoir arriver à structurer cette évolution de nos métiers, cette évolution de notre champ de compétences sur plusieurs années. Ça doit être possible. Un autre point au niveau de la politique RH des chambres de commerce également, que je tiens à préciser, c'est qu'il nous semble important de changer également de culture managériale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait aller vers une culture managériale moins hiérarchisée, plus de direction par projet, par compétence. C'est tout à fait possible dans les chambres de commerce, à notre sens, de par la nature de notre métier. Nous promouvons dans les industries les méthodes de gestion innovantes telles le lean management et autres. On pourrait se l'appliquer à nous-mêmes également. Ça permettrait de réduire le taux d'encadrement qui nous semble quelquefois excessif, des niveaux hiérarchiques un peu superposés, et c'est surtout lié également au morcellement des pouvoirs dans le réseau actuel. L'échec relatif de la loi de 2010 nous interroge également sur le rôle de la tutelle. Effectivement, est-ce qu'elle exerce une tutelle assez forte sur les chambres de commerce? Est-elle assez prescriptive? Est-ce qu'elle ne doit pas donner plus d'orientation stratégique? Nous préconisons un dialogue plus concret sur chaque territoire entre les CCI, l'État, les régions, les collectivités, pour coordonner et rationaliser les actions en faveur de l'économie et pour produire un effet levier qui peut-être ne se produit pas aujourd'hui. Donc, sur votre question 3, relatif à l'appréciation des baisses de ressources des CCI décidées en 2014, notre syndicat ne peut que s'opposer aux baisses de ressources et aux prélèvements qui ont été décidés en 2014, sans une réelle connaissance de l'action concrète des personnels des CCI sur les territoires, sans prendre en compte l'impact des investissements que génèrent dans leur activité les CCI sur les territoires, ça a été évoqué dans d'autres auditions, et sans tenir compte des conséquences sur nos emplois. Bon, j'en ai encore 2 pages, si vous voulez. Hein. Je fais bref. D'accord. Ok. Non, mais bon, c'est vrai qu'on a préparé. Bon, ben on va à ce moment-là. Moi, j'ai fait la question 2. Si mes collègues veulent prendre la question 3 à 4, et puis on enchaîne comme ça. Non, bien sûr, pas de problème. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites 40 fois. Pas pareil. Dans le sous-sens. Donc, voilà. C'est intéressant, c'est de voir comment est-ce que vous envisagez des prestations payantes. Et puis ensuite, ce sera Madame Dutel. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, donc vous nous donnez la responsabilité de varier le discours. Parlez avec votre cœur. J'y vais. Oui, j'y vais. Alors, d'abord, tous les débats qu'on a entendus jusqu'à présent ont été extrêmement intéressants et instructifs pour nous, parce que c'est très, très instructif. Alors évidemment, on connaît les discours de notre tutelle, des présidents, mais quand il y a une synthèse comme ça, c'est intéressant parce que nous avons le discours de notre tutelle, de nos présidents, et c'est vrai qu'il y a des différences entre ce qui est dit à l'extérieur, à vous-même, aux journalistes, etc., et ce qui nous est dit à nous, au personnel en direct. Alors, quand on pense... Oui, voilà. Ça nous intéresse beaucoup. C'est ce que je vous ai... C'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez entendu les discours des uns et des autres, on n'y revient pas. Tout ce qu'on sait pour le cadre de la situation, c'est qu'il faut qu'on fournisse tous
un effort, on est tous d'accord sur un sujet, c'est que tout le monde doit fournir un effort avec le contexte économique qu'on connaît. Alors, face à cet effort, qui va fournir cet effort? Alors, on a plusieurs interlocuteurs et vous en avez assuré l'audition régulièrement. Et on a eu, comment dirais-je, l'État, la tutelle, et qui a dit l'État se sent chez lui dans les CCI. C'est normal. C'est le propriétaire en titre des CCI. Ensuite, on a entendu les présidents. Ça, vous le contestez pas, vous? Ah bah non. Non, pas du tout. Ah non. Je parle bien de l'État. Hein. L'État. C'est pas pareil que... L'État a bien dit, on a entendu M. Richer, la tutelle, dire l'État se sent chez lui. Et c'est vrai, et il est le propriétaire en titre. Ensuite, vous avez les présidents qui sont venus et qui ont dit carrément la même chose. C'est-à-dire que les présidents se sont dit on est chez nous, la preuve, c'est nous qui payons avec l'impôt, c'est notre argent. Alors en fait, ils ne sont pas les propriétaires, ils se sentent propriétaires, ils ne le sont pas, ils sont très exactement les locataires. Mais des bons locataires, hein, qui s'occupent, les usufruitiers, exactement. Avec cette notion de l'argent, non, parce que ça, c'est vraiment un point clé. Oui. Parce que je voudrais savoir si les salariés ressentent la même chose. Plusieurs d'entre nous, parlementaires, au moment où les tableaux ont été faits, enfin annoncés dans la loi de finances, on a eu ce réflexe de dire, à droite comme à gauche, il y en a eu aussi à gauche, hein, dans la majorité, de dire, mais attendez, c'est gentil, mais c'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des agriculteurs pour les CMA, des entreprises et des commerçants pour les CCI, voilà. Et l'État dit, oui, mais cet argent-là, il ne l'aurait pas si jamais on n'était pas d'accord tous ensemble, vous les législateurs et nous, pour imposer la taxe. Bon, ce qui s'entend aussi. Mais quelque part, il y a ce côté où c'est à nous, mais d'une façon un peu quand même martiale. Tout à fait. Et sur le fond, oui, mais derrière, après, il y a l'acceptabilité de la réforme. Et donc, sur le fond, est-ce que vous portez ça aussi? Ou est-ce que vous vous sentez plutôt mandaté par les entreprises pour aller vers elles, enfin, ceux qui payent et puis les bénéficiaires, exactement, merci Monique, les bénéficiaires des entreprises plutôt sur ce rang-là? Voilà, c'est là qu'il y a quand même une petite ambiguïté. Hein. Alors, je sais bien qu'on n'aille pas sur l'usurpation que peuvent avoir certains, mais c'est un point important. Hein. Juste pour leur dire dans d'autres mots, pour aller dans le sens de ce que dit le président, en résumé, quand il y a une ponction, la question qu'on a beaucoup soulevée, qu'on a utilisée, moi-même j'ai utilisé ces mots, c'est de l'argent des entreprises qui a été pris pour aller rembourser finalement la dette commune de l'État. On l'a beaucoup entendu, ça a été beaucoup repris par vos élus. Est-ce que vous êtes dans ce discours-là, ou pour vous, est-ce que c'est effectivement de la contribution publique qui retourne au budget de l'État? C'est pas du tout la même approche. Oui, tout à fait. Alors c'est le point épineux parce que le nerf de la guerre donc se trouve dans les caisses des chambres de commerce, et l'inspection générale des finances a bien vu que les caisses de l'usufruitier se portent plutôt très bien, et on sait de quoi cela vient. Ces sommes ont tout de même été thésaurisées, il faut être clair. Ça peut être aussi de la bonne gestion. Oui. Madame Dutel, elle veut réagir à ça. Allez-y, Oui. on va y aller là, en dehors des deux, voilà, les deux contributions étaient faites. Effectivement, ça peut être de la bonne gestion. Ça peut être de la bonne gestion. Je prendrai que deux exemples. Le régime spécial des agents, enfin de retraite des agents de l'ex-CCI de Paris, l'argent était dans le fonds de roulement. Donc il y a une inquiétude, c'est qu'effectivement, s'il y a trop de ponctions, quid de la retraite de ces agents? Le régime spécial n'existe plus, mais il y a quand même une queue de régime qui a besoin d'argent. D'autre part, les investissements, par exemple, dans les centres de formation d'apprentis. La bonne gestion, c'était de garder un peu d'argent pour investir, pour effectivement qu'il y ait des centres de formation, qu'il y ait du matériel, etc. Et là, on nous dit, on ne peut plus investir, et vous savez que, surtout dans les formations techniques, le renouvellement, il est nécessaire. On dit, stop, on ne peut plus rien faire parce qu'il y a une ponction sur notre fonds de roulement. Alors,
C'est vrai qu'il y a une problématique, c'est qu'on a beau faire des demandes répétées sur les budgets, on n'a pas d'informations claires. Donc, quand on rencontre le ministère, il nous dit les CCI en ont sous le pied. Et nous, quand on discute avec nos présidents, ils nous disent « Oh là là, on n'a plus rien, de toute façon, on ne peut plus vous augmenter, il faut diminuer la masse salariale, on ne peut plus investir. » Donc, c'est effectivement ce point-là. Kalunzi, puis après Madame Marty. Puis après, vous reprendrez peut-être. Oui. Alors, j'en profite. Je regrette effectivement que dans ce prélèvement, CCI France ait trop peu collaboré avec la tutelle, parce que, à titre personnel dans les CCI, je suis directeur des équipements, c'est-à-dire que je m'occupe des services gérés, en fait, des services commerciaux, qui font du chiffre d'affaires. Dans notre CCI, on nous prélève 3 millions. Ça vient essentiellement de 2 investissements qu'on était en train de faire, construire un nouveau port, construire un hôtel d'entreprise, et des recettes qu'on avait, soit des services formation, soit des services gérés, des bénéfices de bonne gestion. Et l'analyse n'a pas été faite sur d'où proviennent les sous. Elle a été faite sur quel est votre fonds de roulement à ce moment T. C'est un petit peu dommage. Alors, je ne jette la pierre à personne, mais c'est vrai qu'il y a peu eu de collaboration pour élaborer le chiffrage. Et nous, les 3 millions prélevés, ça représente à peu près entre 75 et 80% de la dotation annuelle. Mais c'était exclusivement des excédents ou des réserves pour l'investissement et des investissements gérés pour des équipements gérés commerciaux, dans la perspective, depuis 2010, de se dire on doit investir pour avoir des équipements qui, à terme, sont rentables très rapidement, qui s'autofinancent, et de façon à rendre service aux entreprises, là, sur les points d'intérêt généraux, tel un port, ou d'intérêt collectif pour notre territoire. Et c'est dommage qu'il y ait eu aussi peu de discernement, on va dire, ou aussi peu de précision dans le peignage. Ok. Madame Varnet, vous reprenez. Insistez là sur ce que... non. Je ne serai pas longue. Hein. Je voulais juste ajouter qu'il est très difficile d'avoir une réponse binaire à votre question, dans la mesure où, comme le soulignait ma collègue, il y a assez peu de transparence dans ce que les CCI communiquent aux partenaires sociaux vis-à-vis de leur budget. Je prends l'exemple de Madame Dutel, il est vrai, la dette sociale, qui est la queue de comète de notre ancien régime d'assurance vieillesse de Paris, était dans le fonds de réserve. Mais il y a également un train de vie qui peine à être modifié par les CCI. Hein. Je donne toujours le même exemple parce qu'il me semble tellement incroyable. Au même moment où les CCI se plaignent de ces restrictions budgétaires, les primes d'objectifs des directeurs, qui constituent plus qu'un 14e mois de salaire, ont été étendues du périmètre de l'ancienne CCIP au périmètre de toute la CCI par Île-de-France, hors CCI territoriale. Donc dans un même temps, effectivement, il y a des vraies difficultés budgétaires, il y a des vraies missions qui sont difficiles à être rendues face à la diminution des dotations. Mais en même temps, il y a une réflexion qui n'est pas conduite jusqu'au bout en termes d'économie et de ce que vous dites là clairement, c'est que les directeurs n'ont pas bien compris le message ou... Je pense qu'ils l'ont très bien compris. Non, on s'est compris. Enfin, on se comprend sur la compréhension, voilà. Mais c'est ça que vous dites. Ben, je vais être clair là. C'est un point important. Ce que je dis, c'est que la réflexion n'a peut-être pas été poussée à son terme dans les CCI pour permettre une réduction du train de vie qui prend en compte la préservation des missions, la préservation des emplois, et pas seulement toujours faire porter à ces emplois et parfois aux missions de service public l'impact de la réduction budgétaire. Il y a d'autres économies qui existent et qui ne sont pas faites. Commission parlementaire, ça sert à sortir des trucs. Je reviens à mon raisonnement du propriétaire, l'État, et des usufruitiers, et de leur caisse qui intéresse beaucoup de monde. Ce qui s'est passé, quand il y a eu d'abord la mission Kéran et ensuite la mission de l'inspection générale des finances qui a fait l'état des lieux, c'est qu'on a eu un
propriétaire qui, sur ces dernières années, s'est comporté comme un propriétaire négligent. Et vous savez comment ça se passe quand un propriétaire est négligent ou laisse faire ses usufruitiers qui se sont très bien occupés du réseau. Les usufruitiers revendiquent la propriété de tous les éléments des CCI. Et ce qui s'est passé lorsque est venue la réclamation de la ponction du gouvernement et de la baisse de la ressource fiscale, c'est que nos usufruitiers se sont dit « ça ne va pas se passer comme ça, on tient le gouvernement, on a 26 000 salariés dans les mains, ils sont dévoués, ils sont gentils, on n'a pas remué, c'est des gens extrêmement dévoués, on les a comme otages. Et depuis un an, on a le discours, on va les licencier, on va les licencier. Et on a eu de fin mai 2014 à maintenant un passage des chiffres. On a commencé 3 000, il y a eu 4 000, 4 500, 5 000. Dans l'été, à l'automne, on a atteint les 7 500. Et c'est pas sérieux parce que vous avez des présidents qui ont dit, mais avec la plus grande conviction et la plus grande sincérité, nous gérons nos entreprises, nos CCI, comme des entreprises de services, et ils ont oublié un détail majeur. Bon, ils sont présidents de sociétés également, donc ils ont bien cette conviction de chef d'entreprise. La seule chose, c'est que ils sont usufruitiers, ce sont des établissements publics qui appartiennent à l'État, quand bien même c'est financé par l'impôt des entreprises. Et il y a 26 000 salariés qui sont des agents publics. Si on en met à la porte 7 000, ils ne les mettront pas, hein. On est de simples otages. En quelque sorte, vous êtes les journalistes, et c'est ça qui nous donne l'espoir, c'est que lorsque les journalistes se mettent à parler des otages, tous les espoirs sont permis pour les sauver. Il faut absolument empêcher que continue ce système de menaces qui dure depuis un an pour les personnels, et tous nos collègues en attestent, parce que c'est difficilement vivable quand on sait qu'il y a 5 000 salariés qui vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir sur les 26 000. Pourquoi? Ça, c'était les chiffres, parce qu'on n'a pas le bilan social depuis 2012, hein, parce que le SIRH dont fait état CCI France n'est pas capable de produire le bilan social des CCI. Le dernier remonte à 2012, il faut le savoir. Bon, mais la tutelle a quand même avancé un chiffre, on suppose qu'il est bon. 19% des effectifs sont amenés à partir dans les 5 ans à venir. Ensuite, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes pas à Pôle emploi. Les CCI s'auto-assurent. Ça veut dire qu'on va mettre à la porte, on ne va pas, on ne sait pas le futur. Ils ont déjà entamé des plans sociaux, il y a des CCI où les mêmes présidents qui ont dit on les gère comme des entreprises de services avec toute la sincérité, qui ne dépendent pas de la recette fiscale, parce qu'ils ont bien dit on n'en dépend que pour 15%, ce qui est très bien, parce que ça marche et qu'il y a du bon boulot de fait, qui vous disent je licencie 37 personnes pour faire face à la baisse de la ressource fiscale, alors même que la même CCI ne paye pas un centime dans le prélèvement, parce qu'elle a bien pris garde de ne pas avoir dans ses caisses trop de liquidité thésaurisée et a investi. Donc, c'est vrai qu'on en est à un stade où on multiplie les menaces et on multiplie les licenciements collectifs. Alors, on appelle ça licenciement collectif, mais ça n'en est pas. Et là, j'en viens au double discours, celui qui vous est tenu et celui qui nous est tenu. Ce qui vous est tenu comme discours, c'est attention, on a du personnel, vous nous baissez la recette fiscale, vous nous prêtez du prélèvement, vous aurez de façon sûre des licenciements. On oublie le détail qu'il faudra payer les chômeurs sur nos propres caisses, parce que la CMAC est payée par les CCI. Où est l'économie, on se demande. Ah, mais ça, on oublie. On pense que c'est de la menace de représailles, on espère que ça ne passera pas trop aux actes, mais ça a déjà bien commencé. Et quand il vous parle de licenciement économique, nous, quand on les a en face, c'est « Ah mais non, c'est pas un licenciement, ce ne sont pas des licenciements économiques, ça n'existe pas.
les indemnités de la convention chômage UNEDIC, à laquelle nous sommes soumis malgré tout, hein, même si on est établissement public, on est soumis à la convention UNEDIC d'assurance chômage. Les 180 jours sans indemnisation de chômage, c'est pour les licenciements de type traditionnel, mais pas pour les licenciements économiques. Ah non, mais ça n'existe pas. Nous, on a des difficultés économiques. On vous dit, à vous, messieurs les députés, les parlementaires, on licencie pour motif économique. Nous, on nous dit, mais ça n'existe pas. Vous aurez 6 mois sans chômage. C'est pas dans le statut. Qu'on se gardera bien de mettre à jour, ça, c'est sûr. Ensuite, on vous dit, quand on nous tient ce discours, on vous dit, nous, on leur dit, on voudrait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour sécuriser les conditions de licenciement et puis surtout pour assurer une formation correcte, décente et cadrer tout, sans parler de l'aspect fiscal, parce que sans PSE, tout est fiscalisable et tout est imposable en termes d'indemnité, d'où l'absence l'absence de succès du plan emploi consulaire qui n'est pas un plan de sauvegarde pour l'emploi et qui n'est pas un plan de départ réel. Alors tout ça pour dire que nos présidents vous disent on va faire du licenciement collectif. Il y en a même un ancien locataire, qui nous disait on va faire le plus grand plan social. Il est ancien locataire parce qu'il a été remplacé de sa région dans le sud. Donc, il disait le président des CCI. Le plus grand plan social, le plus grand plan social. Le propriétaire est dans l'État. Oui, le propriétaire en titre, c'est l'État et les usufruitiers sont nos présidents. Et quand on vous dit on fera le plus grand plan social de France, voilà. Bien, alors, Madame Dutel, Madame Marty veulent en 2 mots rajouter. Il m'a déjà dit que c'est après. Oui. Donc, en 2 mots, compléter ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et puis, il y a des choses qui me paraissent pas si claires que ça. Je voudrais revenir sur les licenciements. Il faut savoir qu'en commission paritaire nationale, l'UNSA et la CFDT ont voté un dispositif, plan emploi consulaire volet 1, favorisant les départs volontaires. Et le deal lors de la négociation avec les présidents présents en CPN, c'était de dire on mesure l'effet du bénéfice de ces départs volontaires et les licenciements viendront après. Et en parallèle, et là je reviens sur ce que disait Mme Vuarnet, la CCI, pour ne pas la nommer Rhône-Alpes, a effectivement licencié des personnels, et en plus sans jouer le jeu régional, c'est-à-dire qu'une CCIT licenciée, et elle n'allait pas voir dans la CCIT d'à côté si la personne pouvait être reclassée. Donc, on assiste à une dichotomie, on a un discours en commission paritaire nationale, mais la chose nationale n'est pas consommée. CCI France nous dit on n'a pas les moyens d'imposer ce qui est voté en CPN à l'ensemble du réseau. Donc aujourd'hui, on le vit vraiment de façon très difficile parce que d'une CCI à l'autre, les agents ne sont pas traités de la même façon. Ça signifie, vous êtes bien en train de nous dire qu'il n'y a pas une espèce de fédération, parce que nous, on s'est adressé à CCI France, hein, vous l'avez vu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion. Malgré, effectivement, la loi qui donnait un rôle prépondérant à CCI France aujourd'hui ne joue pas ce rôle et régulièrement on nous dit écoutez, allez au tribunal administratif si effectivement les accords ne sont pas respectés parce que nous on ne peut rien faire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce sentiment de fédération. Donc très concrètement, une décision prise en CPN n'est pas applicable et en d'autres termes n'est pas opposable, pour prendre des termes, n'est pas opposable aux différentes CCI. C'est bien ce que vous nous dites. Madame Martin, un mot, et puis après, par rapport à ce qui se... Bon, alors, Monsieur Morisseau, d'abord. Oui, juste pour répondre, parce que ça concerne la CPN et effectivement, ce qui nous est régulièrement rapporté en CPN quand on se plaint, comme vient de le faire Laurence Dutel, par rapport à quand on signe un accord au niveau national pour préparer des plans de départ volontaires et qu'une région se met à licencier dans le même temps sans prendre compte et sans appliquer l'accord,
la faiblesse de représentation du national par rapport au régional, et je dirais même plus la faiblesse de représentation régionale par rapport au local, fait que, en fait, la pyramide de pouvoir dans le réseau consulaire est inversée. Le pouvoir, il est local. Au niveau régional, on a des difficultés à homogénéiser, on va dire, les politiques RH et les traitements des salariés qui sont régionalisés depuis le 1er janvier 2013. C'est très difficile d'obtenir, pour nous, syndicats, qu'une action soit la même dans chacune des CCI d'une même région. Et au niveau national, effectivement, comme le précisait ma collègue, lorsqu'on demande pourquoi ça se passe comme ça et comment on peut faire pour que ça se passe mieux, pour que ce qu'on négocie au national soit prescriptif, on nous répond l'employeur est régional, il est autonome, si vous n'arrivez pas à vous faire respecter les accords consignes, allez au tribunal administratif. C'est la seule réponse qu'on a. Donc il y a un problème d'inversion de pouvoir nécessaire. Voilà. Ce qui n'est pas d'ailleurs complètement absurde. Voilà. Madame Marty, puis après Monsieur de Courson qui nous a rejoint, ce dont nous sommes très fiers. Ah oui, pardon. Aujourd'hui, le droit social qui nous régit reste extrêmement lacunaire. Donc on a vu les CCI tendent à le rapprocher un coup du droit public, un coup du droit privé, un petit peu suivant. Asymétrique, si j'ai bien compris. Un petit peu suivant ce qui les arrange. Ça laisse quand même les agents du réseau extrêmement démunis. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans un accord CPN, il reste un petit peu dans une zone de non-droit. La seule faculté qui reste aux agents consulaires pour rentrer dans ces droits, c'est d'aller au tribunal administratif. Donc les CCI, elles se trouvent assez bien dans cette exception parce que ça leur permet de faire vivoter leurs droits, la spécificité de leurs droits sans pour autant se conformer à la réalité d'un droit complètement concret. Je reviens sur ce que disait Madame Vuarnet, c'est important. À mon sens, les CCI sont sans doute les agents des CCI sont sans doute les seuls salariés publics. Alors, ils cumulent un petit peu tout. Ce sont des... Nous sommes des agents publics. Nous sommes des agents publics dont l'emploi peut être supprimé et nous pouvons être licenciés pour suppression d'emploi s'il n'y a pas de reclassement. Donc, aujourd'hui, dans cette procédure de licenciement pour suppression d'emploi, les CCI peuvent mettre en avant un motif économique, ce qu'elles ne se privent pas de faire. Mais néanmoins, quand le salarié arrive à être licencié, il ne bénéficie pas de la diminution des différés d'indemnisation. Quant au régime fiscal de ces indemnités versées, on ne sait même pas. Aujourd'hui, le fisc se déclare ne pas savoir répondre sur comment elles doivent être considérées. Donc on a en fait un droit social qui est complètement excentré de tout. Ce que je vous dis sur les indemnités, c'est également vrai pour le reste. Pas de compte personnel formation, pas de contrat de sécurisation de l'emploi. Et en fait, mais non. Voilà, donc vraiment, pour nous, le droit social consulaire aujourd'hui, il n'arrive pas à progresser assez vite pour suivre les besoins des CCI. C'est en ce sens que nous demandons l'abandon de cette exception et le rapprochement du droit social consulaire au droit de la fonction publique territoriale. Parce qu'au moins, on se baserait sur quelque chose qui a déjà vécu, qui est déjà suffisamment carré. Pourquoi pas au contrat de droit privé ? Bien sûr. Si je puis me permettre. Parce que nous sommes des agents. Parce que vous avez des éléments de protection dont vous vous plaignez qui n'existent pas pour vos collègues, qui sont parfaitement décrits dans le droit privé. Alors, et plus robustes malgré tout ce qu'on raconte que dans le droit de la fonction publique. Je me permets de le dire parce que c'est toujours cette même histoire. Et quand, pour l'avoir quand même étudié d'assez près et être un ancien employeur privé, je suis des fois tombé de ma chaise. Donc, parce que j'ai trouvé que vos collègues étaient mal... Je ne parle pas de la CCI, mais la fonction publique ne protège pas autant que ce que l'on peut croire. C'est également dans le sens que nous sommes des agents publics. Bah oui, mais c'est des fois pas l'idéal. Bon, après, alors, Madame Vautrin et Monsieur de Courson. Moi, je voudrais... la parole un peu aux députés. Là. Je voudrais revenir sur un propos qu'a eu Monsieur Morisseau tout à l'heure. Vous faisiez une allusion et une référence à la réforme de 2010 et vous disiez que vous étiez très favorable à la régionalisation. Et moi, le souvenir que j'ai de la régionalisation, c'était quand même qu'il y avait de très nombreuses personnes qui étaient extrêmement inquiètes et pas du tout favorables à la régionalisation, eu égard, notamment dans les personnels, notamment eu égard au risque de suppression d'emplois, de concentration, etc. Donc j'ai l'impression quand même qu'en 5 ans, les choses ont considérablement évolué et qu'aujourd'hui, on assiste à une approche peut-être liée aussi à l'évolution territoriale, parce que moi, le souvenir que je garde de la réforme de 2010, c'est que déjà, il y avait 3 types d'approches
d'approche entre celles et ceux qui effectivement étaient intéressés par la régionalisation, ceux qui au contraire allaient vers la métropolisation et tous ceux qui étaient départementalistes, qui étaient assez nombreux. Et derrière tout ça, les personnels ne me semblaient pas parler d'une voix unanime. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous nous reprécisiez les choses, s'il vous plaît. Donc, effectivement, la régionalisation, pour nous, représentants des salariés, ça peut être une crainte, effectivement, parce que qui dit régionalisation, il y a forcément des évolutions de nos métiers, des emplois supports notamment, qui peuvent être amenés à être concentrés, à être consolidés, à être travaillés autrement. Nous pensons que, de toute façon, cette réforme, concentrer, réorganiser un réseau tel que le nôtre, demande beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens humains. Là, comme je vous dis tout à l'heure, j'évoquais la pyramide des âges, je n'ai pas évoqué, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais on a aussi dans le réseau consulaire à préparer une GPEC, à préparer une mutation de nos emplois, de nos métiers. Des emplois aujourd'hui support peuvent, et on doit faire de la formation continue en interne, on en a les moyens, on est aussi organisme de formation pour faire en sorte que nos collègues, les salariés des CCI, puissent garder leur place et garder toutes leurs missions. Au niveau de la sensibilité à la régionalisation, je crois qu'également la loi NOTRe qui donne quand même des pouvoirs étendus aux futures grandes régions dans le cadre du développement économique nous fait dire que si les CCI veulent être monter dans le bon wagon et être présentes et pouvoir porter des missions, partager des missions avec ces régions, il faut aussi qu'on soit organisé à ce niveau-là. Conserver que des CCI territoriales et des pouvoirs locaux ne nous fera pas être force de négociation, force de proposition au niveau d'une région plus large. Voilà. Monsieur de Courson. Cette discussion, elle me rajeunit de 35 ans. Puisque je fus chef de bureau il y a très longtemps, je m'occupais des chambres de commerce à direction du budget. On avait déjà ce débat. Mais je partage assez le sentiment du président. C'est que pendant longtemps, on a cru que ce soit le régime de la fonction publique territoriale, ou la fonction publique d'État, ou la fonction publique hospitalière d'ailleurs, était plus protectrice que le droit privé. C'était peut-être vrai il y a 40 ans. Aujourd'hui, on peut vraiment se poser des questions. Et donc, il y a un vrai problème du statut juridique. Parce que, moi, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous, en tant que... Et puis peut-être qu'il y a des positions différenciées, organisation syndicale par organisation syndicale, vous ne seriez pas favorable à une négociation et d'avoir une convention collective pour l'ensemble? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même dans une situation assez curieuse. Vous avez une partie d'agents publics, mais vous avez toutes les concessions, dans lesquelles les concessions, une bonne partie de droit privé, avec des mélanges d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des concessions, il y a une partie de droit, du personnel sous convention collective, et une partie qui est sous ce régime un peu bizarre. Donc quelle est votre position là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bi. Il y a une partie du personnel qui est sous ce statut local, on pourrait dire, puisque agent public. Voilà, agent public, mais sans, oui, tout à fait. mais sans que ça soit une fonction encore un truc publique de spécifique. PCI, C'est complètement à part. Et une partie est en droit privé. Alors, quelles sont les positions des organisations? Je vais laisser organisations? répondre M. Calvini, qui va d'ailleurs nous rappeler, en un mot déjà, le paysage. Pour vous, il y a combien de pourcentage de contractuels? C'est 60. Nous, on a 60-40. C'est ça pour vous à peu près? Alors, on a... Voilà. 40 le mot privé, contractuel 60 public. est compliqué chez nous. Ça. Vous avez d'une part des agents de droit privé en convention collective, notamment moi dans les services que je gère, j'ai des agents de droit privé en convention collective. Ça pose un très gros problème parce qu'ils sont assurés à la CMAC, qui n'assure la caisse mutuelle des CCI qui assure le salaire de remplacement en cas de licenciement, donc, mais qui n'assure que le salaire de remplacement, qui n'assure aucune autre fonction. Donc ça a été le cas de l'aéroport de Dijon, une vingtaine de salariés licenciés. Ils n'ont droit qu'à une indemnité de remplacement et à aucun des accords interprofessionnels de droit privé. Ils n'ont pas le droit au contrat de sécurisation professionnelle. Ils n'ont droit à rien. Et ils sont de droit privé, en convention collective. Et les CCI, c'est droit du travail. Ah oui, ça se travaille, pardon. Oui, pardon.
Ça, c'est votre job, justement. Ça se travaille. Nous là-dedans, on peut donner... Non, Président. Il nous est répondu, allez-y. ce sont des agents de droit privé, ils ne sont pas électeurs, vous ne les représentez pas. Ils ne sont représentés... Ça m'a pas échappé. Mais ce que je veux dire, c'est que après, nous, on peut aider. Si vous le souhaitez, si les gens le souhaitaient, nous, dans un rapport, on va pas vous écrire une loi, c'est pas le but d'un rapport. On peut dire simplement qu'on observe cette hétérogénéité, qu'on est sensible aussi à toute une série d'éléments que ça crée comme perturbation, et surtout au fait que ça pourrait être un statut adapté à l'évolution des réseaux consulaires, à la fois en solidification des statuts des personnes et en même temps en souplesse, négociation, etc., qu'il peut y avoir à l'intérieur de chacune des spécificités du réseau, et qu'à partir de là, on a un cadre qui doit évoluer, ce qui poussera après sans doute, ou le gouvernement, ou les autorités qui sont autour de la Chambre, au patron, au propriétaire, là, c'est ça que vous disiez, de dire, ben voilà, mettez de l'ordre dans votre maison, messieurs, dames, pour faire que... Ça ne paraît pas très compliqué, ça, on sait le faire. Hein. Il y a d'autres éléments, Président. Donc après, il y a les contractuels. Les contractuels dépendent du statut, et puis il y a les statutaires. Nous, on a éventuellement une proposition à faire pour faire évoluer le statut. Nos agents sont des agents de droit public. Ils sont très impliqués dans leur mission, très impliqués dans la notion de mission de service public auprès de toutes les entreprises, sur les égalités de traitement, etc. On n'est pas dans une logique de cabinet consulting privé pour ces agents-là. Et parmi les propositions qu'on formule, ce serait par exemple que la tutelle prenne son rôle et que systématiquement, lorsqu'il y a un accord national interprofessionnel, validé par les organisations syndicales nationales, par l'ensemble des organisations professionnelles employeurs, elles l'inscrivent à l'ordre du jour, dans les 12 mois qui suivent, de la CPN, de façon à pouvoir faire une transposition, pas forcément une application directe, parce qu'il y a des spécificités au monde consulaire, mais une obligation de transposition dans les 12 mois des accords nationaux interprofessionnels. Je vais vous donner un exemple. Le DIF, il a eu le temps d'être créé, d'être appliqué. On n'en a jamais parlé dans le réseau consulaire. Il a même eu le temps de disparaître. Il a eu le temps d'être remplacé. Jamais inscrit à l'ordre du jour. Que fait la tutelle? Nous, on demande qu'elle ait obligation d'inscrire à l'ordre du jour les accords nationaux interprofessionnels. Voilà. Sur l'argent, on a quand même... on a dit d'où provenait l'argent. On en oublie une petite partie. Une partie de l'argent sert aussi à payer les salariés. Dans le rapport IGF... il y avait une page et il y avait des préconisations, et notamment qu'une partie du prélèvement, à hauteur de 135 millions d'euros, serve aux frais de restructuration. Nous, ce qu'on souhaiterait, on est sur l'année budgétaire 2015, c'est effectivement que 20% du prélèvement, tel que prévu et préconisé par le rapport des inspections, servent à ces frais de restructuration. On a dit la CMAC assure le salaire de remplacement, n'assure pas les missions d'accompagnement. Il n'y a pas d'argent pour ces missions d'accompagnement. Le rapport IGF proposait la création de ce fonds de restructuration. À la limite, pourquoi pas faire évoluer la CMAC un peu sur une partie des missions du CNFPT qui résout très bien le problème multi-employeur sur tout un tas de territoires. Qu'est-ce qui se passe quand un agent de territorial est licencié? Vous le savez très bien. Il est reversé au CNFPT, qui assure le salaire de remplacement. Et il y a obligation pour les autres employeurs de regarder prioritairement sur ces agents qui sont à disposition. Et dans ce cas-là, on serait reversé à la CMAC et qui assure et les missions d'accompagnement et le salaire de remplacement. Mais oui, je sais. Mais 300 fonctionnaires de catégorie A, parce qu'ils... dont une partie ne faisait rien. Tout à fait. Catégorie B et C restant dans les centres départementaux, ça a fait exploser le centre départemental de gestion du Var, puisque un certain nombre de gens se sont dit c'est pas mal, hein, on supprime les postes et on envoie tout ça au CDG. Et on fait payer aux autres employeurs du département. C'est explosif. Alors on a d'ailleurs réformé cela, on l'a bétonné encore un peu plus, ce qui aboutit aujourd'hui à une véritable gabegie. Donc franchement, vous inspirez, je ne sais pas si vous connaissez la fonction publique territoriale, vous inspirez du modèle fonction publique territoriale. Moi, je serais votre conseiller, et je vous dirais surtout, faites pas ça. La meilleure solution, ce serait que vous ayez le courage de dire on change. Et on demande une convention collective.
Parce que là, vous pourrez la négocier avec vos employeurs. Il n'y a pas besoin de l'intervention de l'autorité publique. Si vous attendez l'autorité publique, ils sont tous terrorisés par les effets de cascade, puisque si on vous cède chez vous, ça va, vous voyez. Enfin bon, donc vous en sortirez jamais. Si on veut un vrai dialogue social, il faut avoir les outils du dialogue social. Moi, j'en connais qu'un, c'est la convention collective, qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, est bien plus protectrice que le système actuel. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la tutelle? Surtout si on pas récent, ça fait 30 ans que ça dure, au moins. Elle ne reprend pas. Vous pouvez passer tous les accords que vous voulez. Ils n'ont force de loi que s'ils sont repris par la tutelle. Ben, la tutelle, elle en carafe. Et puis terminé. Et donc le dialogue social, il meurt. Enfin, moi, je vous donne... ça fait 30 et quelques années que j'ai vu ça. Donc je vois que rien n'a changé. Mais c'est vous qui pouvez changer. Parce que si vous demandez au Parlement de basculer dans un système de convention collective qui réunirait la collectivité de travail, parenthèse, avec des spécificités sur toutes vos concessions, là, il y aurait un vrai progrès social. Alors je sais que ça perturbe les traditions des différents syndicats, mais enfin, c'est quand même ça la solution. Moi, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos collègues rapporteurs. Non, mais on ouvre le champ, là. Ouais. Voilà. Enfin, on est là pour discuter Dutel, librement. Et puis après, Madame Vernet. Oui, donc la CFDT représente 3 sièges sur 6 à la Commission paritaire nationale et je peux vous dire que les agents sont attachés à leur statut et pour une convention collective, c'est non. D'autant que les négociateurs en face de nous, surtout s'il n'y a même plus la tutelle, ne sont pas des gens qui discutent. Au contraire, nous, on voudrait une tutelle beaucoup plus forte et des schémas prescriptifs de l'État. On voudrait quelque chose de plus Monsieur fort. de Courson vous a expliqué la mécanique que vous êtes en train de dénoncer avec comme point pivot le fait que tout le monde se réfugie derrière la logique du statut, l'employé comme l'employeur. C'est une logique Potemkin. Vous vivez autour d'un monde qui n'existe pas. Et derrière, après, ça fonctionne tant qu'il n'y a pas de difficulté majeure d'adaptation, parce que les choses s'arrangent à la marge, et les problèmes sont à la marge. Donc voilà. Et puis de temps en temps, quand il faut, il y a la décision qui va bien, qui arrondit les fins de mois et les angles, je le dis très crûment, mais qui fait que tout le monde ressort content de la négociation, et puis basta, on oublie le reste. Quand on a des changements structurels, Potemkin, ça explose. Et quand ça explose, ce n'est pas des murs qui tombent, c'est des pans entiers de carton. Et derrière, il n'y a plus rien. Et c'est là où après, vous avez des personnes qui sont en réelle difficulté, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vous-même, vous disiez, il n'y a même pas de diff, il n'y a même rien, alors qu'on a fait progresser à travers les années un certain nombre de choses. Bien qu'étant dans l'opposition, moi j'observe avec quelque chose, enfin avec un regard très bienveillant, l'évolution sur la portabilité d'un certain nombre de droits dans le cadre de la vie sociale de notre pays, qui est un des points angulaires des années aujourd'hui, parce que je pense que c'est cette individualisation-là qui est vraiment protectrice du salarié du XXIe siècle. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont en marche, sur lesquels vous ne pouvez pas passer à côté. Alors ce n'est pas derrière le statut d'une semi-fonction publique, excusez-moi de le dire tel que je le ressens à travers votre dialogue, parce que je ne connais pas bien votre situation, mais je l'entends là aujourd'hui, ça ne résistera pas. Et au contraire, vous devez renforcer les choses. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, vos employeurs seront réticents au départ, mais après, ils verront aussi qu'ils y ont eux-mêmes intérêt parce que vous porteriez cet élément de réforme. Mais il ne faut pas se fermer a priori sur... comme le disait Charles-Amédée de Courson, derrière quelque chose qui paraît qui est là parce que ça fait 30 ans que c'est là, quoi. Donc, voilà. Méfiez-vous de ces éléments-là. Je me permets de le dire. Alors, monsieur qui est particulièrement avare de sa parole, monsieur Gazo, puis après madame Varnet. Oui, sur le statut, vous nous avez interrogé sur le comparatif entre statut chambre de commerce et chambre de métier. Par exemple, sur le DIF, les chambres de métiers ont réussi donc, très rapidement après 2004 à mettre en place un DIF, à mettre en place une commission nationale sur la formation professionnelle et à avoir une vraie politique nationale sur la formation. Donc ça doit être un statut qui a la même histoire que le nôtre, 1952, une loi,
Pour autant, les chambres de métiers ont réussi cela. Sur comment dire, le différend entre salariés et employeurs, les chambres de métiers ont aussi réussi à mettre en place une commission nationale qui a vocation à régler justement le différend entre salariés et employeurs. Les chambres de commerce, comme disait Laurence Dutel tout à l'heure, nos présidents, ceux qui sont en face de nous, sont incapables de négocier ça. Sur la formation, par exemple, nos présidents nous disent « mais hors de question qu'un salarié ait un droit à la formation. C'est son directeur qui sait quels sont ses besoins en formation. Ce n'est pas à lui d'avoir un propre droit. » quoi. Donc on est vraiment sur comment dire, une posture pour laquelle, enfin, même sur une convention collective, je suis certain qu'on aurait les mêmes en face de nous et de toute façon, on aurait les mêmes difficultés, quoi. Vous seriez beaucoup plus fort en tant que syndicat. J'en discutais avec ma voisine. Dans les conventions, dans les concessions, par exemple, aéroportuaires, ils ont une situation bien meilleure que vous en tant qu'agent public. Et toute l'évolution dans les 10-15 ans qui viennent se fera à votre détriment. Donc il y a un moment dans la vie, il faut avoir le courage, vous savez, de muter. Il faut faire sa révolution copernicienne. Même si vos troupes, à la base, auront du mal. Mais être les délégués, c'est pas suivre les troupes, c'est aussi leur dire dans quelle direction il faut marcher, en leur disant, mais regardez nos collègues, vous avez un argument en béton. Je discutais avec Madame Fadil. Elle le dit effectivement, ceux qui sont sous convention collective dans les concessions, eh bien, ils sont mieux protégés que vous. Oui, ben, c'est nous qui avons négocié ces conventions collectives, justement. Vous êtes la preuve. Mais bien sûr. Alors, Madame Varnier, après Monsieur Morisseau et Madame Rabin. Je voudrais poursuivre sur l'idée de la convention collective à la place du statut. On a tous écrit, on sait tous, et on a confirmé dans les dossiers qu'on vous a envoyés que le statut, ça ne va pas en l'état. La loi de 52, comment est le réseau aujourd'hui par rapport à la loi de 52, ça n'a rien à voir. Ça se télescope avec la loi de juillet 2010. La loi de la représentativité de 2008, ça laisse dehors la CGT alors qu'elle est représentative. Rien ne va. Alors par contre, je ne vais pas avoir la langue de bois, pour la négociation d'une convention collective. Qu'est-ce qui peut être plus protectrice? Il y a quand même une condition de départ qui est indispensable dans les chambres de commerce. Il faut qu'on change totalement, radicalement le mode de financement du paritarisme. Parce qu'aujourd'hui, on est le seul endroit où l'employeur, la délégation patronale, l'employeur, finance directement les syndicats de façon discrétionnaire, comme elle l'entend. Alors c'est vrai que ça va dans votre logique. Ce qui se passe aujourd'hui, nous on est allés au Conseil d'État, au tribunal administratif de Paris. Là, vous vous débrouillez, j'allais dire un autre mot, entre vous. Pour ça, c'est d'accord, donc tact, on a bien compris ça. Moi j'ajouterais... Attendez. Non, parce que pour moi, ça tient pas, c'est presque hors sujet. Il y a une chose qui n'est pas hors sujet et qui est liée à ça, c'est le fait qu'il y a une représentation qui paraît devoir être revue. Et ça vaut, je m'excuse pour les deux qui en font partie, mais ça vaut par rapport à l'organisation et la seule représentation au sein de cette organisation nationale de seulement deux. Vous êtes trois ? J'ai compris que vous étiez deux. On est le troisième syndicat, celui dont le président Marcon pour lequel il exprimait tout son agacement quand il est intervenu. Il a dit qu'il y avait un syndicat qui l'énervait, c'est le nôtre. Qui pourrait y être. Mais simplement, voilà. Alors, donc ça, après, le reste, bon. Monsieur Morisseau, après Madame Marty. Ah non, il y a Madame Rabin, quand même, au moins, c'est la moindre des choses. Excusez-moi. Je vous prie d'excuser. Donc oui, par rapport au statut et au passage éventuel, comme l'indique M. de Courson, à une convention collective, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait le plus mauvais moment pour envisager ça? En termes de difficultés, nous, on vit au quotidien les difficultés du dialogue social. Repartir à zéro d'une négociation ou autre, ce serait le pire moment. Le statut est imparfait, il est incomplet, il date de 52, il a peut-être pas suivi toutes les évolutions sociales et des accords interprofessionnels, mais il ne me semble pas que ce soit dans une situation aussi complexe qu'il faille le faire. Juste un mot pour répondre, effectivement, le financement des syndicats, on peut en reparler.
Je voulais juste ajouter une chose, c'est que les syndicats ne sont absolument pas riches et disposent de très faibles moyens dans le monde consulaire. La régionalisation de 2013, on n'a pas eu de moyens supplémentaires. À la rigueur, on a même perdu des postes de délégués syndicaux. Pour couvrir une grande région, aujourd'hui, on n'a même pas les moyens de le faire. On n'est pas représentatif partout, on ne peut pas se déplacer partout. On représente 26 000 salariés. Les trois syndicats présents en CPN n'ont même pas un salarié permanent pour faire le boulot. On travaille à un rythme effréné de la part de ce que nous demande de négocier, les accords que nous demande de négocier CCI France. On n'a pas de moyens particuliers pour le faire. Voilà, ça c'est d'accord. Après, il y a Madame la rapporteure et après, et puis Madame Marty. Alors, moi je vous remercie beaucoup parce qu'on a évoqué des sujets qui n'avaient pas été abordés. Vous avez bien vu à l'occasion, par définition, à l'occasion des précédentes auditions. Je voudrais aussi replacer un peu les choses, même si nos échanges ont été intéressants. Ça n'est pas à nous, dans le cadre de cette mission, ni d'agir, comme cela a été dit, en consultant pour vous, en vous disant ce que vous avez à faire. Mais en revanche, on en retire des éléments qui sont intéressants, mais je voudrais les lier directement à la mission qu'on s'est assignée, c'est-à-dire quelle réforme demain, éventuellement pour les chambres, est-ce que tout ça fonctionne bien, et donc voilà. Donc c'est un peu pour replacer le sujet. Moi je veux vous dire ce que je retiens de ce qui a été dit jusqu'à présent. Je retiens le fait que une partie de votre désarroi vient du manque d'unification. C'est pour savoir ce que nous, on va pouvoir mettre dans notre rapport ou pas. Je retiens aussi qu'il y a une demande de positionnement de la tutelle beaucoup plus fort. De ce point de vue-là, vous dites la même chose que CCI France. Pas forcément ce que disent les chambres régionales et locales, mais ce que dit CCI France. Il faudrait peut-être que, avant qu'on ne se quitte, vous nous disiez un tout petit peu plus précisément ce que vous attendriez, vous, de la tutelle. Parce qu'il y a quelque chose de contradictoire dans le fait que dans les CCI, on se sent quelquefois à juste titre indépendant, puisqu'on a des orientations, enfin, je pense que les chefs d'entreprise font en fonction du terrain. Donc il y a à la fois un désir d'indépendance et à la fois une envie de tutelle. Je retiens aussi qu'il y a un problème global de restructuration à l'interne. Ça a été soulevé. Vous avez posé des questions quelquefois un peu enfin, elles sont forcément, vous êtes interrogé, mais de manière assez négative sur est-ce qu'on a bien pris en compte tous les gisements d'amélioration peut-être de la productivité de tel ou tel personnel. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions à tous les échelons de la hiérarchie? Et moi, je voudrais venir sur la ponction budgétaire qui a été effectuée l'année dernière. Vous avez évoqué la transparence. C'est vrai que le dialogue a été très difficile, parce que c'est vous, monsieur, qui avez évoqué ça, très difficile, pour connaître exactement les comptes et donc les possibilités de chaque chambre d'apporter plus ou moins leur contribution. Nous devons à la vérité de dire qu'aujourd'hui, nous avons une certaine clarté, nous avons reçu un certain nombre d'éléments qui nous ont certainement manqué au moment où on a décidé de ce ponctionnement. Ce qui m'intéresse, parce que j'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent, c'est d'avoir entendu que finalement, dans la ponction du fonds de roulement, il y avait des réserves qui étaient des réserves qui vous étaient directement destinées, soit par, je veux dire pour faire face aux dépenses sociales. Donc, si c'est toujours effectif, peut-être qu'une des questions que nous pourrions poser, c'est celle-là, parce que nous avons, en calculant la ponction qui a été effectuée, nous avons réfléchi à partir du poids économique de chaque chambre et nous avons réfléchi à partir du nombre de jours de fonds de roulement. Mais à aucun moment on nous a dit il faudrait peut-être mettre une réserve pour les dépenses à caractère social. Donc je pense que c'est peut-être, si j'ai bien, enfin, je voudrais savoir si j'ai vraiment compris et si c'est pas une question que nous devrions poser. Alors, Mme Vautrin voudrait rajouter quelque chose. Moi, je voudrais continuer sur la shopping list des points que vous avez bien voulu évoquer. Et je voudrais en rajouter un sur la régionalisation, parce que M. Morisseau a été assez clair sur la régionalisation. On a moins entendu les autres représentants, donc je voudrais connaître votre analyse là-dessus. Et je vais même franchir un pas supplémentaire. Est-ce que vous avez suivi ce qui vient d'être voté dans le cadre du texte Macron au Sénat, à savoir les schémas d'organisation d'une part et le caractère
prescriptif des schémas directeurs et si oui, quelle est votre analyse? Alors, est-ce que Mme Marty, elle voulait rajouter quelque chose et peut-être commencer Oui, à répondre? mais je vais revenir, je suis désolée, je vais faire un flashback en arrière déjà. Léger, alors. Léger. Pour répondre à Mme Rabin, oui, je vous confirme, Madame, que nous avions à la Chambre de commerce et d'industrie Paris une part du fonds de réserve qui était liée à la queue de comète de notre régime spécial d'assurance vieillesse. Donc je vous le confirme effectivement. J'imagine que pour les autres chambres, il y a également des dettes sociales qui sont liées aux allocations de fin de carrière, par exemple. Et ceci est vrai pour tout le réseau consulaire. Je reviens rapidement à ce que disait monsieur. Pour nous, il semble vraiment que le statut arrive aujourd'hui, que le mode de fonctionnement par un statut particulier qui fait figure d'exception à tout arrive à son terme. Nous n'avons pas aujourd'hui de réponse claire sur ce que ça devrait être. Mais j'attire votre attention néanmoins sur le grand chambardement qui va y avoir lieu lié à la création des EESC. Nous allons avoir petit à petit toutes les écoles d'enseignement supérieur de commerce qui vont sortir vers des structures de droit privé, des salariés qui seront mis à disposition dedans dans un premier temps, mais qui pourront opter également pour le droit privé directement. Donc nous allons vers une part des salariés qui augmente vers le privé également. Tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Tel que nous sommes organisés, ça ne fonctionne plus. J'espère que je n'ai pas été trop long. Un autre souhait. Madame Vernet. Sur la régionalisation, le problème majeur qui s'est posé avec la loi 2010, c'est le problème des délégations de pouvoir entre les CCI, chacune ayant leur autonomie, leur entité juridique. La délégation de pouvoir a fait qu'il y a eu des mises à disposition de personnel et des délégations de la gestion des ressources humaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on supprime des postes dans une CCI régionale, dans une CCI régionale, les suppressions de postes sont décidées en CCI territoriales. Il faut les reclasser. Mais les CCI territoriales à entité juridique autonome ne se positionnent pas, ne veulent pas des salariés du voisin dans la même région et on se retrouve devant des refus de reclassement au sein d'une même région. Donc ça pose un problème de gestion des ressources humaines. Après, pour arriver à des schémas prescriptifs comme le souhaitaient le président Marcon et certains présidents, si les schémas sectoriels des CCI régionales restent ce qu'ils sont actuellement, prescriptifs, vous regardez le rapport du Sénat, il dit que les schémas sectoriels sont tout à fait descriptifs, flous, pas chiffrés, ce sont des jolies pages de généralité. Je ne vois pas ce qu'on va prescrire avec des schémas tels qu'ils sont en l'état aujourd'hui. Pour suivre sur cette loi Macron qui a été débattue hier au Sénat, Madame la députée, effectivement, on a suivi ça. Il y a un volet pour les CCI. Je regrette, à titre personnel, et en tant que représentant du personnel, je regrette que tout soit prévu, sauf le problème du personnel. C'est-à-dire qu'on parle de la répartition de la taxe. Très bien, comment ça va fonctionner. On parle de la période transitoire, comment on va passer les élections des élus consulaires, etc. Après l'élection, avant l'élection, le taux de 40% qui gêne Pierre-Paul vers le nord du pays, on le fait sauter. Le cas ouest est réglé, qui va fusionner avant. Le cas individuel, on traite des tas de cas individuels. Et jamais, dans un texte de loi, on ne met une ligne pour le personnel. Moi, ce que je pourrais vous faire passer comme message, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est pensez, quand vous rédigez ces lois, quand vous pensez aux élections, quand vous pensez à la taxe, pensez aussi au personnel. C'est-à-dire, comment on va fonctionner, nous, représentants du personnel sur ces CCI fusionnés, c'est nulle part. Chaque CCI aura son interprétation, chacun aura sa pratique. Voilà, donc le message que je peux vous faire passer, ça. Sur la partie transparence, on s'en plaint nous aussi, non seulement financière, mais les transparences aux AG, nous ne sommes pas invités aux AG. Nous n'avons même pas accès aux documents de décision d'établissements publics que sont les chambres de commerce. On n'a pas accès à ces documents-là. Ils ne sont pas publics. La loi de 2010 précise... Laissez-moi finir, M. de Courson. La loi de 2010
Oui, la CADA, uniquement la CADA. La loi de 2010 dit que ce ne sont pas des assemblées publiques. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? En novembre, une territoriale décide de supprimer 25% de ses postes. En décembre, Assemblée générale régionale. On ne sait pas si le sujet est à l'ordre du jour. 3 mois après, on ne sait toujours pas s'il a été traité, si l'Assemblée générale régionale a décidé de licenciement ou pas. Personne ne le sait. Et on apprend en CPR que, ah non, finalement, on va faire des départs volontaires. Mais je veux dire, qu'on ait accès aux décisions, qu'il y ait une obligation de publicité, comme tout établissement public, alors qu'actuellement, il n'y a aucune publicité. Sur le positionnement de la tutelle, vous nous interrogez. Alors, on a fait une première proposition au niveau national, que la tutelle prenne sa position. Peut-être c'est une phase transitoire vers un statut plus privé, mais systématiquement, quand il y a des accords nationaux interprofessionnels, de les inscrire à l'ordre du jour de façon à ce qu'il y ait débat. Est-ce qu'on arrive petit à petit à quelque chose de ça? Et en local, notre droit, on vous l'a longtemps exprimé, n'est contrôlé par personne, ni par l'inspection du travail, ni par le préfet qui assure la tutelle. Le préfet répond « le social, ça ne me concerne pas ». Alors, quand on a un problème d'interprétation du statut, on se tourne vers qui? On nous dit « allez au TA, allez au TA ». Peut-être que effectivement la tutelle en décentralisé peut avoir un rôle un petit peu plus présent sur cette interprétation ou sur cette situation liée à l'application du droit. Voilà. Et sur le manque d'unité, bon, je crois que vous en avez bien conscience. Les CCI sont toutes à des situations très, très différentes. Et c'est systématiquement une impossibilité pour CCI France, à c'est dire, de faire appliquer ces décisions. Bien, Madame Dutel avait demandé la parole, puis on va conclure. Hein. Oui, c'était illusoire de penser que la régionalisation, la fusion des CCIT ferait faire des économies. Et malgré l'aspect de révolution culturelle, donc on peut peut-être penser, enfin pour le moment on n'y est pas du tout, je rejoins mon collègue M. Morisseau, ça serait vraiment catastrophique de faire tout en même temps. Et c'est vrai que l'avènement des grandes régions, qui au niveau européen paraît tout à fait cohérent, la régionalisation actuelle, elle balbutie encore, donc grande région début 2016, on n'est pas du tout prêt. Monsieur Morisseau. Oui, juste un petit. Vous nous avez interrogé, Mme Vautrin, par rapport à effectivement l'organisation future qui est préconisée. Nous, ce qu'on en voit également, c'est une multiplicité de typologies d'organisation possibles. Tout est possible. C'est vraiment un menu à la carte. On choisit ce qu'on veut. On peut avoir des CCR, des CCIT, des CCID avec personne morale, sans personne morale à l'autre. Sincèrement, la cohérence, la visibilité de notre réseau avec autant de possibilités, ça va être difficile pour nous, personnels, effectivement, d'être à égalité de droit dans toutes les régions, parmi les différentes structures juridiques, à égalité, on va dire, de possibilités d'évolution, parce que ça va conserver dans certains endroits des pouvoirs locaux, dans d'autres, les pouvoirs seront régionalisés. Ça sera encore plus complexe que ça ne l'est aujourd'hui d'application de la loi de 2010. C'est à peu près notre avis sur le sujet. Très bien. Rien d'autre à ajouter. Vous avez du travail, là, en dehors des... Il y a l'aspect conjoncturel que vous évoquez, mais il y a l'aspect structurel. Après, on peut diverger sur la façon de voir comment est-ce qu'on gère les crises. Peut-être que parfois, vous savez, c'est vrai que ça paraît être beaucoup de challenges, mais il y a... Chose qui est important à notre yeux, il faut pas oublier que les CCI détient après elle a le deuxième rôle dans l'enseignement après l'éducation nationale. Sure, il a pas mal d'écoles et en plus de ça, normalement, il y a un impact énorme de la réduction de la dotation sur les différentes écoles et sur certaines formations qui sont très importantes. Moi, en tant que... Je le donne un exemple puisque vous voulez avoir des exemples terre à terre. On travaillait avec des jeunes qui étaient en difficulté, donc la chambre, surtout la chambre de commerce, la CCIR l'Île-de-France. On travaillait avec des jeunes en difficulté depuis 47 ans et on travaillait d'une façon qui est très intéressante pour les insérer dans la vie sociale et en même temps dans la vie professionnelle, tout en travaillant à la fois sur le social. Allez-y, parce que tout ça on connaît. Si d'accord, mais normalement ce dispositif-là vient de disparaître à cause effectivement de la réduction des... Après vous avez des arbitrages aussi qui sont effectués.
Tout à fait. C'est voilà, l'arbitrage, bien sûr. on dit Le pas que rôle c'est de rigolo, CCI, mais c'est pas le voilà. rôle social. C'est ce qui a été Bah oui, fait. mais il y a des arbitrages. Voilà. Bon, moi en tout cas, non, là, on termine là. C'est terminé. Et donc, simplement réfléchissez bien. Oui, vous pouvez. Alors d'abord, compléter ce que vous avez dit, les contributions qui ont déjà été écrites, etc. N'hésitez pas. Je vous encourage aussi. On a encore quelques auditions à venir. À les lire et à voir et à réagir par rapport à ce qui a pu être dit par les uns et par les autres. On va simplement réfléchir sur la question de l'opportunité, parce que parfois, c'est en plaçant la barre encore plus haut en termes de challenge, de visibilité et de projet, qu'on embarque les difficultés du moment. Je me permets de le dire par rapport au fait de dire on a déjà une montagne, elle est conjoncturelle, rajouter une montagne qui serait la révision des statuts, etc., ça paraît insurmontable. C'est peut-être justement parfois quand tout le monde s'interroge qu'il faut placer le challenge encore plus haut, de telle sorte que tout le monde soit embarqué dans une vraie réflexion qui aboutisse après à un projet qui permette aux salariés d'être en phase avec les évolutions futures des réseaux consulaires. Voilà, je me permettais juste cette petite remarque. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.